Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce direct live de l'orientation. Pour ceux qui nous regardent derrière leur écran, je précise que nous sommes actuellement au sein du rectorat de Montpellier. Nous devions initialement être aux côtés des élèves de l'option Ambition Santé et du bac technologique ST2S du lycée Pétavin de Mende, mais les conditions météorologiques et puis l'actualité sociale nous a contraints à nous organiser autrement. Je tiens malgré tout à remercier le proviseur, Monsieur Colli, ainsi que l'IFSI de Mende pour cette collaboration. Le thème qui nous réunit aujourd'hui est le suivant, devenir infirmier, infirmière. On dit souvent que c'est un métier de vocation. C'est en tout cas la profession du soin par excellence, une carrière pleine de sens et d'humanité qui vous permettra de vous sentir utile aux yeux de la société. Puisqu'au-delà des compétences techniques que requiert cette profession, eh bien, pour exercer la fonction d'infirmière, infirmier, il faut aussi être pourvu d'empathie, aimer, prendre soin des autres, être à l'écoute, faire preuve de bienveillance. C'est ce qui vous permettra d'assurer une prise en charge globale des patients, de leur prodiguer des soins de confort, mais aussi de bien-être. Sachez que c'est la profession de santé qui compte le plus de professionnels en activité, avec près de 600 000 infirmiers infirmières qui sont répertoriés en France, contre seulement 425 000 aides-soignants et 228 000 médecins. Un métier en tension et plein d'avenir, puisqu'avec le vieillissement de la population et avec le problème des déserts médicaux, les besoins vont s'accroître dans le futur et vous verrez que ce métier est en passe de se transformer puisque le décret d'application de la loi dite infirmière vient tout juste d'entrer en vigueur le 26 décembre dernier et va notamment permettre d'élargir les attributions des infirmières et des infirmiers. On l'a dit, c'est un maillon essentiel de la chaîne du soin, mais concrètement, quels sont les diplômes et compétences requises? Quelles sont les tâches qu'un infirmier doit accomplir au quotidien? Dans quelle structure ou quel service peut-on exercer? Ou encore, y a-t-il des perspectives d'évolution en cours de carrière? Durant cette prochaine heure, nous tenterons de vous apporter des réponses concrètes sur ce sujet. Et pour nous éclairer, je suis en compagnie de plusieurs experts. Ludivine Crampon, qui est cadre de santé formateur à l'IFSI de Mende, elle participe à la commission d'examen des vœux sur Parcoursup. En plateau également, Anthony Valla, qui est directeur des soins. Il est en charge de l'Institut de formation au métier de la santé de l'hôpital Lozère. Parmi nous également, deux étudiantes ambassadrices qui sont actuellement en première année de formation au sein de l'IFSI de Mende. Nous avons Zoé Martorell qui a 19 ans et Mila Garouste qui a 18 ans. Bienvenue et merci à tous les quatre d'avoir accepté de témoigner aujourd'hui. Alors l'objectif, c'est de vous donner des informations pratiques, mais pour autant, il ne s'agit pas d'une conférence figée. Vous pouvez interagir avec nous et poser vos questions via le chat, donc n'hésitez pas à nous écrire. Et puis, si vous avez des questions depuis le lycée Pétavin, puisque vous êtes présents dans la salle, on ne vous voit pas aujourd'hui, mais vous êtes physiquement présent, n'hésitez pas également à vous manifester. Alors, je le disais en introduction, être infirmier, infirmière, c'est exercer un métier à forte responsabilité qui exige de la rigueur, de la vigilance, de la technicité et puis de grandes qualités humaines. Mais avant de s'engager sur cette voie, il faut avoir une vue d'ensemble sur ce qu'implique cette profession. Ça signifie pouvoir se confronter à la mort, ne pas avoir peur du sang lorsque l'on fait un soin ou encore accepter la nudité, notamment quand on doit faire la toilette d'un patient. Et ces paramètres ne sont pas toujours simples à intégrer quand on est jeune, voire très jeune. Mais j'insiste sur ces points puisque c'est ce qui vous permettra justement d'éviter des décrochages ou des abandons, et notamment en première année. Alors, je viens de citer quelques exemples, mais finalement, à quoi les candidats doivent-ils se préparer mentalement? Elle implique quoi la fonction d'infirmier? Ludivine Crampon, Anthony Valla, je vous laisse répondre et introduire sur ce point. Qui souhaite se lancer? Monsieur le directeur, Vous avez dit beaucoup de choses qui sont très vraies. Et, c'est un métier qui est exigeant. C'est un métier où on prend soin de l'autre. Et il y a plusieurs versants dans ce métier. Et c'est ça qui est riche. Pour la première versant, il y a les soins techniques. Si on est une infirmière en service de réanimation ou une infirmière en service des urgences, il y a ce côté technique. Outre, il y a un côté relationnel. Mais dans certains services, le côté relationnel va être encore plus développé, notamment dans tout ce qui est en santé mentale, en psychiatrie, dans le champ de la prévention. Là, le côté technique est peut-être un peu moindre, mais par contre, le côté relationnel est bien plus. Et c'est ce qui fait la richesse de ce métier, parce que du coup, que vous soyez une personne aimant la technicité et une personne aimant les relations sociales, vous allez trouver dans ce métier-là des choses qui vont vous plaire. Après, par contre, et ça c'est important, le métier d'infirmier doit allier les deux.
Donc, malgré qu'on ait une forte personnalité aimant, aller vers le contact des autres, etc., il faut quand même assurer les soins techniques, aussi. Donc, c'est vrai que c'est quand même une particularité de ce métier qui a une ouverture qui est plutôt intéressant. Alors après, on développera par la suite aussi la multitude de lieux où vous pouvez exercer en tant qu'infirmier, hein. C'est vraiment, c'est énorme. De l'éducation nationale en service de réanimation de chirurgie, enfin, il y a plein de lieux multiples. Et il faut bien... Il faut être prêt aussi à faire des horaires décalés. Hein. Oui, oui, bah, ça, on en parlera dans les difficultés, hein, un peu les contraintes de cette profession. Mais ce qu'il faut être conscient aussi, c'est que vous allez intervenir auprès de tous les âges de la vie. Parce qu'on a beaucoup de jeunes qui arrivent et qui veulent travailler avec les enfants, qui veulent être puéricultrices ou ce genre de choses. C'est très bien. Mais l'infirmier, il a un diplôme à la base unique et c'est tous les âges de la vie. Ça va du bébé qui vient de naître, ça va même de la grossesse avant la naissance, jusqu'à la personne âgée et l'accompagnement en fin de vie, les problèmes de l'âge adulte, les problèmes de la psychiatrie, les problèmes des personnes en situation de handicap. Voilà. On peut pas se dire dans ce métier, moi, je veux pas travailler avec les personnes âgées, par exemple. Parce que les personnes âgées, vous en retrouverez dans quasiment 99% des services. À part en maternité, où là, ça va être plus compliqué. Peut-être avec les progrès de la science, un jour, ce sera pas ça. Mais sinon, même en gynécologie, vous aurez des personnes âgées. Donc, c'est bien, il faut bien prendre conscience que c'est vraiment tous les âges de la vie. Et après, quand on rentre en formation, on a toujours des représentations des métiers, hein, et souvent, on a des jeunes filles, alors je ne sais pas si c'était votre cas, mais on a des jeunes filles qui nous disent: «Moi, je veux travailler avec les enfants». Voilà, parce que leur histoire les a amenés, l'histoire personnelle les a amenés dans cette voie-là. Et après les premiers stages, rapidement, ils s'aperçoivent que c'est pas, c'est pas avec les enfants qu'ils ont envie de travailler, c'est en santé mentale, c'est en chirurgie, c'est dans d'autres secteurs d'activité, c'est chez la personne âgée, dans les EHPAD. Et c'est là où, c'est ce qui est intéressant. Nous, on a beaucoup de jeunes qui arrivent en disant: «Moi, non, 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 moi, là, c'est travailler, faire infirmière, puéricultrice», alors qu'à la fin, elles font, infirmière de bloc opératoire. Vous voyez? Et c'est aussi une représentation. Après, comme vous disiez à juste titre, dans le il y a des très c'est un très, très beau métier. Quand on aime, c'est un métier de passion, j'ai envie de dire. Par contre, il y a énormément de contraintes aussi. Quand on travaille avec de l'humain, on ne travaille pas avec des boîtes de conserve, même si voilà, il y a pas de souci avec ceux qui travaillent avec les boîtes de conserve. Mais ça veut dire qu'il y a une responsabilité qui est grande. Sachant qu'en plus, comme vous l'avez dit en préambule, le métier d'infirmier évolue. Et il évolue en termes de responsabilité et de compétences. Donc ça veut dire qu'il y aura de plus en plus de responsabilités, notamment les infirmiers ont de plus en plus de droit à la prescription. Voilà, avant, il y a quelques années de ça, il y avait que le médecin qui pouvait prescrire. Maintenant, les infirmiers, sur certaines conditions, certains produits, certains actes peuvent prescrire. Donc, on monte en responsabilité. Donc, ça veut dire que quand on s'oriente vers un métier comme ça, c'est qu'il faut sentir ce poids de la responsabilité. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire être rigoureux. Si vous savez que vous avez une personnalité pas très rigoureuse, vous n'êtes pas à s'orienter vers ce métier d'infirmier. Parce que rapidement, on parlait de sécurisation de parcours, rapidement, vous allez être en décalage avec les attendus de la formation. Et du coup, la formation risque de s'arrêter. Soit vous allez être mal et vous allez de vous-même arrêter la formation, soit, ou alors c'est nous qu'on va prendre malheureusement certaines décisions à votre égard. Donc c'est pour ça c'est pas un choix professionnel à prendre à la légère. Après, comme on parlait des représentations tout à l'heure, quand on veut devenir infirmier, des fois on rentre en formation, on fait le premier stage et on se rend compte qu'en fait de compte, c'est pas du tout ça. Parce que nos métiers, c'est pas ce qu'on peut voir, dans les séries américaines, dans les services d'urgence et cetera. Ça se passe pas totalement comme ça, d'accord? Il y a pas que des très, très jolies infirmières, pas des très, très beaux médecins qui travaillent, voilà. Voilà. Donc, il y a une réalité de terrain et des fois vie, on est beau, non? oui, c'est vrai. Et des fois la marche, elle est un peu haute. Elle est un peu haute. Comme, tout à l'heure on a pu évoquer en préambule, le fait
de la nullité. C'est pas facile, hein, quand on a 17-18 ans, faire une toilette à une personne âgée, pas facile. Le fait de la mort, ça aussi, hein, j'ai longtemps, enfin, j'espère pour vous, vous allez être préservés le plus longtemps possible de la mort d'un de vos proches et cetera, mais on a beaucoup de personnes qui arrivent à 17-18 ans qui ont jamais été confrontées. Ils arrivent dans des services où ils vont être confrontés à la mort, à la souffrance des personnes. Aussi quand, on ne peut pas imaginer, hein, et tant mieux, vous avez 18 ans, 20 ans, on est invincible, on a mal de nulle part, quand on va prendre en charge des personnes âgées, le poids du temps va faire que, c'est des personnes qui risquent de souffrir. Donc il faudra accompagner cette souffrance. Il y a des médicaments, mais des fois ça suffit pas. Il y a d'autres soins qu'il faudra réaliser et cetera, qui est pas forcément facile. Et après, il y a aussi tout ce qui tourne autour de l'environnement de travail. L'hôpital, on ferme pas le vendredi soir, on ne dit pas aux patients: «Là, vous êtes plus malade, vous reviendrez lundi». Ça, c'est pas possible. Donc on est ouvert le week-end. Donc le week-end, il faut qu'il y ait du monde. La nuit, il faut qu'il y ait du monde. Là, ça aussi, c'est, quand on parle de concilier vie privée et vie professionnelle, ça se fait très bien. Par contre, il faut, avant de s'orienter vers ce type de métier, il faut en prendre en considération que il y a des choses que vous ne pourrez pas faire. Il y a la nuit du 1er du 31 au 1er janvier, il faut qu'il y ait des soignants dans les services. Ça marche? On a bien compris, c'est une exigence. Zoé Mila, j'aimerais vous faire réagir. Est-ce que vous vous étiez posé ces questions justement avant de candidater? Et est-ce que vous avez d'ores et déjà été confronté à des situations difficiles, voire inattendues? Quoi toi? Du coup, avant de commencer la formation, forcément, on a toujours, des questions, donc celle-là. Et après, même si on n'est pas, confronté, avant la formation, dès le premier stage qui débute quand même tôt, on est souvent confronté, déjà à la nudité. Moi, pour ma part, mon premier stage, c'était en EHPAD et du coup, j'ai très vite été confrontée, à la nudité et à la mort. Et comment vous l'avez vécu? Bien, ça va parce que, j'y avais déjà, été confrontée, donc ça allait. Je vous donne la parole Oui, juste. oui, pas de souci. Après, quand vous êtes en stage, vous êtes pas seul. Il y a aussi une équipe, hein, et ils sont sensibilisés à ça, à l'accompagnement. Il y a des tuteurs de stage, des maîtres de stage qui sont sensibilisés et j'espère, vous me direz si c'est pas ça n'a pas été le cas, mais dans des moments difficiles comme la mort, la souffrance et autres, il y a un accompagnement spécifique de ces professionnels pour vous aider à tout assimiler et pouvoir, progresser et cetera. Moi, du coup, pendant mon bac, moi, j'avais fait plusieurs stages déjà, donc je savais à quoi m'attendre. C'est pour ça que je me suis dirigée vers cette formation-là. La mort, je l'ai pas trop vue encore, à part dans ma famille, mais c'est autre chose. Mais sinon, la nudité, tout ça, je savais à quoi m'attendre. Voilà. On reviendra tout à l'heure sur ces différents aspects, puisque ce sont des choses sur lesquelles vous les faites également travailler en cours. Mais avant de pouvoir exercer, il faut en premier lieu se former. Ça signifie déjà être prêt à faire 3 ans d'études supérieures, puisqu'il est nécessaire d'obtenir un diplôme d'État qui est délivré par l'un des 350 instituts de formation des soins infirmiers. C'est ce qu'on appelle les IFSI. Alors sur l'Académie de Montpellier, on en dénombre 14. Ludivine Crampon et Anthony Valla, vous représentez l'Institut de formation au métier de la santé de l'hôpital Lozère, l'IFSI de Mende, qui est donc un établissement qui a plus de 50 ans d'existence. Parlez-nous du processus de recrutement. Comment fait-on pour intégrer l'IFSI de Mende et quels sont vos critères de sélection? Puisqu'on a d'ores et déjà reçu une première question au niveau sur le plan scolaire, où on nous demande justement quel type de résultat on doit obtenir pour espérer intégrer un IFSI. Il y a 2 modes de sélection pour entrer en IFSI. Il y a Parcoursup, c'est pour tous les personnes qui ont eu un bac de moins de 4 ans, et notamment tous ceux qui sont en terminale actuellement, la poursuite d'études. Parcoursup, il y a plusieurs volets à remplir. Il y a critères, activités et centres d'intérêt. Il y a une lettre de motivation. On a accès à vos bulletins avec vos notes et les appréciations. Il y a la fiche à venir avec les appréciations du prof principal et du proviseur. C'est déjà pas mal. Et il faut pas hésiter à investir toutes ces
plage là. À partir du moment où vous pouvez écrire quelque chose, écrivez quelque chose. Parlez-nous de vous. Alors évitez ChatGPT ou le net pour copier et avoir tous la même lettre de motivation, parce que de toute façon, on en lit des centaines. Donc, vous inquiétez pas, vous avez tous la même. Au bout de la 3e lecture, on sait d'où vous la sortez. Non, ce qu'on veut, c'est des personnes vraies qui parlent d'elles-mêmes. Hein, il faut parler de soi, il faut arriver à vous vendre et essayer de trouver dans votre parcours tout ce qui va vous aider dans cette formation ou en tout cas tout ce qui vous motive pour intégrer cette formation. Que ce soit les petits boulots, même si vous êtes, je sais pas comment on dit là, si vous travaillez à McDo, vous êtes coéquipier, je sais pas comment on dit, un nom, bon, peu importe. Vous avez du coup, en face de vous des gens avec qui vous devez échanger. Il y a du social, il y a de la rigueur, il y a de l'hygiène. Tout ça, c'est des choses que vous allez retrouver dans la profession. Vous êtes caissière à Hyper U ou ailleurs, c'est pareil. Vous gardez vos petits-neveux, c'est pareil. Peu importe ce que vous faites, que ce soit payé ou pas, que ce soit bénévole, que ce soit sportif, tout ça, ça montre votre engagement en fait. Vous êtes motivé, vous êtes capable d'avoir des ressources physiques et de travail, et tout ça, c'est des plus-values pour vous. Donc, il faut vraiment se battre là-dessus. Après, c'est sûr que les résultats scolaires comptent, bien sûr. La machine Parcoursup, et tu m'arrêtes si je dis des bêtises, tient compte de toutes vos notes. Nous, on lit beaucoup vos appréciations et on va tenir compte de ce que vous renvoyez à vos professeurs pendant les cours. Si vous êtes dissipé, si vous venez un cours sur 2, si vous faites que vous êtes là en vacances ou qu'il y a beaucoup de bavardage ou que vous rendez pas les travaux, tout ça, ça nous donne pas forcément envie ou en tout cas, ça nous laisse douter de vos capacités à suivre cette formation. Ce que Madame Crampon vient de dire est plutôt un bon conseil, c'est-à-dire qu'il faut vraiment tout bien remplir. Tous les centres d'intérêt, tout bien remplir, la lettre de motivation, qu'elle sorte de vos tripes, quoi. Quand on lit le dossier, on a l'impression de vous voir, parce qu'on ne va pas vous rencontrer en entretien. Donc, si on a l'impression qu'elle est un peu surfaite, ou qu'elle a été faite par quelqu'un d'autre, GPT ou autre, ça va pas marcher, d'accord? Après, tout cela, ce paramétrage, hein, parce que là aussi, il y a certaines matières qui peuvent être faut mettre une pondération, notamment sans trahir les différentes la confidentialité des commissions d'examen des vœux. On met souvent des pondérations, notamment sur les matières scientifiques, les maths par exemple. Alors, c'est pas pour vous embêter, hein. On ne veut pas que des matheux en formation infirmière. Le problème, c'est quand on est infirmier, il faut faire des calculs de dose. Donc, si vous ne maîtrisez pas les maths, si vous trompez dans la dose, bon, si c'est quelqu'un qui fait 5 kilos et si vous trompez de rien, ça peut passer. Si c'est un bébé, même si vous trompez de rien, malheureusement, ça peut être fatal pour lui. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on veut, on veut des personnes qui sont en capacité de savoir compter, calculer, etc. Donc, il y a des pondérations qui sont faites par rapport au profil que nous, on attend dans notre métier. En termes Justement, vous acceptez différents types de profils, Anthony, Vala, puisque par exemple, Zoé, elle avait un bac pro service à la personne. Mila, elle avait un bac ST2S. Est-ce qu'il y a des prérequis et quel est le niveau scientifique? C'est l'une des questions que l'on vient de nous poser pour une personne qui a notamment un bac STL. Alors, le niveau, je ne sais pas si on peut parler de niveau scientifique, parce que c'est vrai qu'il y a des matières qui vont être pondérées par la sélection Parcoursup et qui sont importantes dans nos métiers. On a parlé des maths, mais je peux vous parler aussi de la biologie, de la physiologie, etc. Donc, c'est vrai qu'il y a des baccalauréats qui correspondent un peu plus. Prenez un bac ST2S, il y a de la biologie, il y a un niveau qui est quand même plus que convenable. Donc, c'est vrai qu'au niveau de cette matière-là, ils vont être pondérés et ils auront plus de chances de pouvoir rentrer. Un bac général, si c'est un bac général avec des options scientifiques, il va avoir les pondérations qui vont peut-être le faire passer devant, au même niveau scolaire, devant un bac littéraire. D'accord? Après, on a les bacs professionnels. Les bacs professionnels, et là, c'est il faut faire aussi attention, c'est que c'est une formation universitaire, d'accord? Et là, il va y avoir la nouvelle ingénierie de formation annoncée pour septembre 2026 qui va encore
monter le niveau de la formation infirmière. Donc, un bac professionnel qui est peut-être un peu juste va être en difficulté. Par contre, un bac professionnel qui fonctionne bien, qui travaille bien, qui a une capacité de travail, peut s'en sortir. Vous en sortez ou pas? Oui. Bon, vous travaillez bien. D'accord? Donc, c'est pas éliminatoire. C'est pas éliminatoire. Par contre, il faut prendre conscience que c'est une formation qui est exigeante, il y aura une capacité de travail à avoir. Si vous vous connaissez, c'est vous qui vous connaissez. Si vous êtes un bac pro et que vous savez que travailler, c'est pas trop votre truc, faire du bachotage, c'est pas trop votre truc, moi, je vous déconseille de rentrer en IPSI comme ça. Par contre, et c'est là où ça peut être intéressant, c'est qu'il y a aussi un métier qui s'appelle le métier d'aide-soignant, où il y a une sélection. Vous pouvez travailler faire l'IFAS, c'est 11 mois de formation, vous devenez aide-soignant, vous exercez, et au bout de 3 ans, je ne dis pas de bêtises, au bout de 3 ans d'activité professionnelle, vous pouvez repostuler à l'IFSI, et c'est la deuxième voie où on peut rentrer à l'IFSI, que Mme Crampon avait dit, il y a 2 voies, donc la première Parcoursup, la deuxième, on appelle ça la voie de la formation professionnelle continue. Et là, avec le fait d'avoir fait le bac professionnel, le fait d'avoir été aide-soignant, le fait d'avoir exercé la fonction d'aide-soignante, d'avoir été baigné dans la culture de santé, etc., là, c'est des profils qui ne sont quasi jamais en échec. Vous avez d'ailleurs pas mal de parcours de réussite, hein, je crois, hein. Vous avez des exemples de réussite au sein de l'IPSI Demande? Quelqu'un qui est depuis le cadre de santé, notamment. Voilà, on a, je vais le citer, ça va lui faire plaisir, mais on a par exemple un cadre de santé formateur, hein, qui est Monsieur Remali, qui avait été ASH, aide-soignant, infirmier et aujourd'hui cadre de santé formateur. Vous voyez, c'est une belle carrière. Une belle carrière. Mais voilà, il y a des échelons à passer. L'idée, c'est quoi? C'est que tout le monde réussisse. Si c'est pour arriver dans un IPSI et pas y arriver, et changer carrément, parce que généralement, quand on a des personnes où leur parcours s'est arrêté par difficultés scolaires et autres, généralement, ça les démotive du milieu de la santé. Et ils quittent le milieu de la santé. Alors que c'est dommage, parce que c'était ceux qu'ils voulaient faire dans le milieu de la santé. Je pense que des fois, pour certains, pas de précipitation, vous pouvez y arriver. Voilà, même si vous êtes un peu en galère à l'école, etc. Ça peut, par contre, peut-être par d'autres voies. Et c'est là où il faut travailler avec vos profs, etc., pour aussi qu'ils vous connaissent. Ils vous connaissent. Et ils connaissent aussi l'Institut. On travaille avec les profs principaux, on travaille avec la classe Ambition Santé, on travaille avec, là, il y a mené par l'ARS, on travaille avec les profs d'ST2S pour adapter les programmes d'ST2S, entre guillemets, enfin, aux formations après infirmières. Enfin, vous voyez, il y a tout ça on est là, que ça soit du côté lycée ou côté IFMS. Nous, notre volonté, c'est de vous faire réussir. Par contre, comme on a dit tout à l'heure, c'est un métier exigeant, hein. Donc, on ne va pas distribuer des diplômes. Quelles sont les matières enseignées et comment se déroule la première année? C'est l'une des questions qu'on vient de nous poser. Est-ce qu'on est sur des gestes techniques, sur de la compréhension physiologique et pathologique du corps humain, sur la psychologie du patient? On apprend quoi finalement durant ces 3 ans et notamment lorsqu'on est mis dans le bain la première année? Juste avant ça, je voulais répondre plus précisément à la question que vous avez eue sur le niveau de mathématiques, qui, on s'imagine, doit être très élevé. En fait, nous, ce qu'on veut, c'est savoir faire une division, une multiplication des produits en croix et des conversions litres-millilitres. C'est uniquement ça. Il n'y a pas besoin d'équations à 2 inconnus ou je ne sais quoi. Après, donc, qu'est-ce qu'on apprend en première année? Vous avez des cours de quoi, les filles? On a des cours, De psycho, oui, de pharmacologie, donc les médicaments, tout ça. de droit, de législation, Ouais. Le cycle de la vie. Voilà. et de la biologie. Alors, le premier semestre, premier semestre, première année, on va être un peu plus dans la découverte du corps humain et de son fonctionnement quand tout va bien. Parce que si on veut savoir ce qui va pas, il faut savoir déjà comment ça marche quand tout va bien.
Et on va avoir pas mal d'unités d'enseignement qu'on appelle transversales, c'est-à-dire qui peuvent être enseignées sur d'autres formations comme la psychologie, l'anthropologie, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a pas mal de... La sociologie, on a des unités comme ça transversales. Après, on a une unité sur les méthodes de travail, avec notamment dedans une grande partie d'un module qu'on appelle apprendre à apprendre. On a 2 formatrices qui sont formées dans cette approche-là, on va dire, et qui aident les étudiants, les jeunes et les moins jeunes, parce qu'on a bien sûr des jeunes comme vous, mais on a des personnes aussi qui ont beaucoup plus d'expérience et qui ne sortent pas des bancs de l'école et qui ne savent plus comment on fait pour apprendre. Mais même sur les jeunes, ça vous a appris des choses, je pense. Hein, ça vous a aidé. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Beaucoup de l'anglais. Oui, l'anglais sur les 6 semestres. Voilà. Alors après, on n'est pas capable d'aller parler de tout et de rien, mais on apprend les bases au niveau médical de façon à pouvoir comprendre ce que notre patient il nous baragouine et ce qu'on veut lui dire. Hein. Après, c'est pas demain qu'on va aller vivre forcément en Angleterre et savoir tout dire, mais une certaine approche. Et sur la première partie de formation, étant donné que les étudiants de première année partent rapidement en stage, hein, quand même au mois de novembre, vous étiez en stage, c'est ça? Donc il y a aussi tous les soins de base, la toilette, l'ergonomie, l'hygiène, etc. qu'on met en place. Par contre, tous les éléments qu'on vous donne là peuvent être sujets à évoluer très rapidement, parce qu'on vous a parlé de la nouvelle ingénierie de formation pour septembre 2026, et à ce jour, le texte de cette formation n'est pas encore sorti. Donc, on n'a pas les éléments fiables. Mais par contre, dans la philosophie, en général, je pense qu'il n'y aura pas de... Voilà, un infirmier restera un infirmier qui a été diplômé en 2020 ou en 2026, restera un infirmier, quoi. Les stages qui occupent presque la moitié finalement du temps de formation, il y a des typologies de stages. Expliquez-nous comment ça marche et par quel service justement vos étudiants vont devoir passer. Il y a 4 typologies différentes. Soins de courte durée, c'est ce qu'on pourrait dire, j'aime pas ce terme-là, mais les services actifs, entre guillemets, de la médecine, la chirurgie, l'obstétrique, les urgences. Voilà, la courte durée, c'est des endroits où les patients restent sur une courte durée. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et c'est souvent des soins beaucoup plus aigus. Après, on a les soins de longue durée ou de réadaptation. C'est en général les lieux de vie. Donc, on a les EHPAD, établissements d'hébergement pour les personnes âgées dépendantes. On a tout le champ du handicap aussi, puisque c'est des lieux de vie, puisque c'est des endroits où les patients, les résidents sont pris en charge tout au long de leur vie. Troisième typologie, c'est la psychiatrie. Là, on a la chance en Lozère d'avoir un grand centre de psychiatrie qui est le centre hospitalier François Tosqueil, qui a des secteurs, là tu saurais mieux que moi de le dire, mais intra-hospitalier d'hospitalisation pure, avec différentes orientations, et tout plein de ramifications extérieures avec des soins de ville, avec des centres, des CMP, des hospitalisations de jour, etc. Et la 4e typologie, c'est ce qu'on appelle SICLV, soins individuels et collectifs sur des lieux de vie. Et là, vous pouvez rentrer également les EHPAD, le domicile, les infirmières libérales, le champ du handicap, quand c'est aussi des lieux de vie, on peut rentrer des choses un peu plus différentes. On peut rentrer aussi, bien sûr, tout ce qui est l'accueil de la petite enfance, la crèche, la pouponnière, ou des services un peu plus atypiques comme la prison, par exemple. Et c'est déjà pas mal. On a une question dans la salle. On vous écoute parler distinctement, que l'on puisse vous entendre, ou n'hésitez pas à la reformuler si toutefois, pour les gens qui nous écoutent depuis le chat derrière leur écran. Ils parlent fort. Après, lors des stages sur les 3 ans, ça se déroule comment? Est-ce qu'ils sont attribués ou on les choisit? Alors, il y a la question, je ne sais pas si vous l'avez entendu, c'est comment ça se passe? Est-ce que les stages sont attribués ou pas? Est-ce qu'ils sont choisis, etc. Donc, pour membre,
Pour moi, parce qu'après, chaque institut a un peu sa philosophie, son projet pédagogique et ça peut être un peu différent, mais dans l'ensemble, on est à peu près dans les mêmes dynamiques. Nous, grosso modo, sur la première et deuxième année, les étudiants n'ont pas vraiment le choix. Alors, quand je dis ils n'ont pas vraiment le choix, on travaille avec eux, savoir déjà les différentes compétences qu'ils auront validées tout au long de leur formation. Si en fin de deuxième année, il y a certaines compétences qui n'ont pas été validées, ben, on les oriente sur certains lieux de stage. Après, il y a aussi des choix professionnels. Comme on a dit tout à l'heure, certaines voudront devenir puères, donc il faudra peut-être qu'ils aillent faire un stage en pédiatrie pour qu'ils sachent un peu à quoi ça correspond et confirmer leur projet. Ça, c'est sur les premières et deuxième années. Donc, généralement, c'est sur ces 2 années où on répond à l'obligation des typologies de stage. Après, sur la troisième année, l'obligation est quasiment résolue. Après, on travaille avec l'étudiant de savoir où il veut travailler, s'il a envie de découvrir d'autres secteurs, etc. Et nous aussi, par rapport à ses compétences, on l'oriente. L'idée, c'est un travail de co-construction des lignes de stage avec les étudiants. On n'est pas là pour imposer des choses. Après, il y a d'autres critères qui peuvent rentrer en compte. On essaye de tenir compte de là où ils habitent ou s'ils ont un pied-à-terre. Parce que la Lozère est grande et surtout, la Lozère, en temps de route, peut être long. Quand on envoie des étudiants sur Langogne, c'est 40 minutes pour aller à Langogne. C'est mieux si c'est quelqu'un qui habite Langogne ou qui a sa grand-mère ou un pied-à-terre sur Langogne. Vous voyez, là, on essaye aussi de construire ça avec. Après, on a nos étudiantes qui sont hors Lozère. Hein, je ne dirais pas où elles habitent. L'une vient de Nîmes et l'autre de Montpellier. Voilà, Non! c'est fait. Donc, elles sont hors Lozère. Donc là aussi, nous, on a des partenariats avec notamment des cliniques montpelliéraines qui nous prennent des étudiants en stage. Mais là aussi, si un étudiant mandois ne veut pas aller là-bas parce que ça coûte de l'argent, parce qu'il faut se loger, parce qu'il y a la route, etc., on envoie en priorité des étudiants, par exemple, de Montpellier qui auraient envie de travailler, de voir Montpellier. Si vous nous dites non, moi je veux rester à Mende parce que mon projet de vie est à Mende, on va pas l'envoyer à Montpellier. Vous voyez, la dynamique de l'Institut, notamment du nôtre, c'est vraiment la proximité avec l'étudiant et c'est le travail comment dire, de co-construction. D'accord? On n'est pas là. Alors oui, des fois, on est obligé de dire non. Pour nous, il faut que vous alliez faire un stage dans un service de courte durée parce qu'il y a encore des compétences voilà, si l'étudiant nous fait confiance, ça se passe bien. Des fois, il y a un peu mais bon, dans l'ensemble, ça se Et passe puis, bien. Anthony Yala, vous êtes affilié Erasmus, donc les étudiants peuvent également partir à l'étranger. Ils peuvent faire également des stages humanitaires. En revanche, il y a des conditions quand même spécifiques à réunir, hein, Oui, alors notamment le pour leur stage, voilà, les stages Erasmus, il n'y a pas vraiment de conditions à réunir, à part la difficulté, c'est de trouver le stage à l'étranger. Mais bon, ça se fait de manière régulière. On a des étudiants qui partent en Erasmus. Donc là, le conseil régional accompagne financièrement les étudiants. Donc là, il n'y a pas de souci. Après, sur les stages humanitaires, le conseil régional accompagne aussi, mais pas à la même hauteur. Et les coûts sont différents. Si vous partez en Thaïlande ou si vous partez au Vietnam comme les dernières qui sont parties, le billet d'avion coûte très cher, etc. Donc, et surtout qu'il faut partir avec une association qui, là, eux aussi, demande de l'argent, etc. Donc, c'est pas la même. Et en plus, quand on part en humanitaire, on n'est pas dans l'Union européenne. On va généralement dans des lieux avec beaucoup de précarité, avec un système de santé qui n'est pas identique au nôtre. Donc, c'est vrai que nous, il nous faudra l'accord de l'Institut. Donc, si on sait que c'est des étudiants qui sont déjà en difficulté sur nos stages, on ne va pas les envoyer en humanitaire au bout de la terre. Si ça se passe mal, on ne pourra pas y aller, quoi. C'est un peu la philosophie. Moi, je souhaite que les étudiants partent à plusieurs, minimum 3. Pourquoi? Parce que si au dernier moment, il y en a un qui se dégonfle, ils partent à 2. Et si là-bas, il y a quelque chose qui se passe, un qui est malade ou autre, au moins ils sont 2. Ils ne se retrouvent pas seuls. Et enfin, on fait vérifier les associations avec qui les étudiants partent, on les fait vérifier pour savoir si c'est des associations fiables.
parce que voilà, c'est la responsabilité de l'institut, de la mienne. Et en plus, voilà, je tiens à mes étudiants. Par contre, On va revenir sur un aspect. Allez-y. concernant les stages, c'est que ça peut paraître difficile qu'on vous impose les stages, mais dans le deuxième versant, c'est que vous n'allez pas à vous enquiquiner à trouver des stages, ce qui est parfois très difficile pour vous. Voilà. Rappelez-nous combien de stages dès la première année, puisque vous avez terminé il y a quelques semaines le premier à Zoé Mila, mais vous aurez combien de stages à effectuer d'ici la fin de la première année? 3. C'est ça, bravo. Au total, est-ce que vous avez déjà une idée de là où vous allez vous orienter pour le prochain? Oui, on les a déjà. Et vous allez où? Moi, en Et EHPAD. plus peut-être. Et en EHPAD aussi. Alors, on va revenir sur un aspect pratique, Zoé et Mila. À quoi va ressembler une semaine type lorsque l'on intègre ce genre d'institut? Est-ce que ça change vraiment du rythme par rapport au lycée? Et quel est le volume horaire? Puisqu'on l'a dit, c'est quand même dense, il va falloir travailler. En vrai, les cours, ça va. Il y a des cours, mais ça va. Le plus compliqué, c'est de travailler chez soi. Il y a beaucoup de travail personnel à faire. Tous les cours, il faut les revoir. Il faut faire des fiches de révision et tout le temps jusqu'au partiel. Voilà, il faut pas lâcher, quoi. Voilà. Faut pas s'y prendre trop au dernier moment, comme ça, si vous allégez le travail, ça passe bien. Donc, ça peut être 2 heures de travail supplémentaires quand on rentre à la maison, à l'issue des cours ou à l'issue des stages. Oui. Oui. Et puis, vous avez, outre les stages en interne, vous faites ce qu'on appelle de la mise en situation, pour être notamment dans le concret. C'est ce que vous appelez la simulation santé. Comment ça marche? Expliquez-nous, les filles, un petit peu, cet environnement très particulier, puisque je crois qu'on va vous filmer en situation. Je sais pas si elles savent parce qu'elles ont jamais fait encore. Enfin, dans la simulation en santé, il y a plusieurs façons de faire. Et on a des chambres de simulation avec de la simulation ultra connectée. Et ça, les filles, elles n'en ont pas encore fait. Hein. Par contre, vous avez fait les toilettes, voilà, des travaux pratiques. C'est aussi de la simulation. Vous avez fait tous les soins de nursing et non, l'ergonomie, vous l'avez pas fait, c'est la semaine prochaine. Non. Alors, les soins de nursing. C'est pratique du coup parce qu'avant de partir en stage, on forme vraiment à comprendre comment bien faire une toilette, pas faire mal, les gestes bons, les gestes mauvais, voilà. Oui, de pas mélanger le propre et le sale, tout ça. Voilà. Ouais. Ça répond vraiment à une recommandation de la Haute Autorité de Santé qui dit jamais la première fois sur un vrai patient. Voilà, donc toujours la première fois sur un mannequin plastique. Alors à l'Institut, on a de la chance parce qu'on a un mannequin haute fidélité qui est un mannequin qui reproduit à l'identique le fonctionnement humain. D'accord, il respire, le cœur bat, on peut le faire parler, on peut modifier les paramètres, il y a une tablette, il est tout numérique, enfin il n'y a pas de... Voilà, donc ça c'est plutôt une chance. Et l'idée des séances de simulation en santé, comme vous allez avoir la chance de faire, c'est généralement, il y en a quelques-unes en première année, mais c'est plus basé sur les soins relationnels. Donc là, on n'est pas sur un mannequin plastique, mais on est sur une vraie personne physique qui joue l'acteur, qui joue le patient. Donc c'est un acteur. Et généralement, on a 2-3 personnes qui savent bien le faire et qui mettent un peu en difficulté les étudiants, mais toujours de manière bienveillante. D'accord ? L'idée n'est pas de mettre en échec un étudiant dans une salle de simulation, ça ne sert à rien. L'idée, c'est peut-être de pousser un peu ses limites et après faire réfléchir pourquoi j'ai dit ça, est-ce que j'aurais pu dire autrement, etc. Et il y a un petit groupe, une dizaine de personnes, qui, eux, regardent à l'extérieur de la salle de simulation. C'est filmé, projeté, pas enregistré. Il n'y a pas de chance que vous retrouviez après sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc, ce n'est pas enregistré. Et ça permet aux observateurs de regarder ce qui s'est passé. Et une fois que la séance est finie, ça ne dure pas longtemps hein, dans la salle de simulation, 5-6 minutes. On se remet en rond là, dans une petite pièce et on débriefe. Pourquoi tu as dit ça? Est-ce que tu aurais pu dire autrement? Il y en a un qui va dire: «Ben moi, j'aurais fait comme ça plutôt». «Ah bon et pourquoi?» Hop et comme ça, si cette situation se produit dans la vraie vie,
avec un vrai patient, on a des armes, on a des automatismes qui vont se mettre en place. C'est un peu l'idée de la simulation en santé. Et on arrive petit à petit sur des 3e années avec des scénarios qui sont des scénarios d'urgence vitale, par exemple. Des œdèmes aigus du poumon, des choses comme ça, qui font que ça permet aussi à l'étudiant, des fois, de ne pas avoir rencontré cette situation pendant le temps de formation, parce que 3 ans, c'est long, mais ça reste court. Il y a des pathologies que vous ne verrez pas, il y a des situations d'urgence que vous ne verrez pas. Il y en a certains, au bout de 3 ans, ils n'ont jamais fait un massage cardiaque. Tant mieux, hein, ceux qui n'ont pas eu besoin. Par contre, il faut qu'un infirmier, en sortant de formation, il soit en capacité de faire un massage cardiaque. C'est pour ça qu'on te fait faire sur mannequin en simulation. Nous avons reçu une question qui concerne la phase de sélection, puisqu'au sein de l'IFSI Demande, vous êtes sur des petites jauges, à peu près une 50aine d'élèves chaque année, ce qui n'est pas le cas hein, dans tous les IFSI. Souvent, c'est beaucoup plus. Quel est le nombre d'élèves admis par type de bac, ST2S général ou pro, par promotion? C'est la question qui vient d'être posée. Alors, c'est une question qui est hyper intéressante, mais qui est hyper compliquée à répondre. Pour la bonne et simple raison que, suivant les instituts, on aura des profils de promotion qui peuvent être différents. Il y a des instituts qui sont, j'allais dire, très attractifs, où ils remplissent quasiment avec les premiers de la liste qui arrivent, et c'est beaucoup de bacs généraux. Après, on a des instituts un peu moins attractifs, qu'on peut dire aussi comme Mende, par exemple, même si on ne pâtit pas à remplir, on a quand même des mouvements sur nos listes. Et là, on a plus de profils bac ASSP, bac généraux, bien sûr, on en a, bac SSP et bac ST2S. C'est un peu le profil. Après, en termes de pourcentage, moi, j'ai peur de dire des bêtises. Puis ça change chaque année, hein. Il n'y a Ouais. pas de. Mm. Il y a pas. Alors, c'est pas comme la formation professionnelle continue où là, on a un quota, un pourcentage imposé nationalement. Voilà, donc ils ont tant de places. Après, les autres, c'est vraiment la machine Parcoursup qui mouline. Et il y a des années, on en a un peu plus de ça et un peu moins de ça. L'année d'après, c'est différent. Et c'est assez aléatoire. Autre Après, question, on nous demande s'il est possible d'envisager de faire ce métier si l'on est touché par un handicap physique. Alors, oui. Oui, alors handicap physique ou autre handicap, suivant le degré d'handicap, il existe un institut qui s'appelle le CRIP à Castelnau-le-Nez, qui est spécialisé pour accueillir des personnes en situation de handicap. Donc ça, c'est l'institut qui est fléché pour les personnes en situation de handicap. Mais dans les instituts... Qui est privé, qui a un certain coût, je crois. Cet établissement, il est privé, il a un certain coût financier, en tout cas, avant de s'orienter, avec aussi un nombre de places restreint. Alors, par contre, le nombre de places restreint, oui. Après, le coût, je ne sais pas. Après, c'est tous les IFSI, que ça soit sur les IFSI, par exemple, de la Croix-Rouge à Nîmes, qui est aussi un établissement privé, le CRIP, et il y en a un deuxième, l'AEHP, sont également financés par le conseil régional. Donc oui, il y a une participation de la personne, mais il faut regarder les coûts. Mais le CRIP, je ne peux pas vous dire. Par contre, ce que je voulais préciser, c'est que dans les instituts dits classiques, on accueille des personnes en situation de handicap. À l'IFSI Demande, on accueille actuellement des personnes sourdes, par exemple, qui sont appareillées ou pas. Et on a la chance d'avoir une psychologue à 30% à l'Institut qui est là pour accompagner les personnes en situation de handicap, mais également accompagner les personnes atteintes de dyslexie, dyscalculie, dyspraxie, etc. Avec des aménagements, alors en collaboration avec la MDPH, mais avec des aménagements qui peuvent être du truc très classique, avec des attributions de temps, mais également utilisation de matériel informatique ou autre. Donc,
suivant, ça mérite de bien relire les projets pédagogiques des instituts. Si vous êtes atteint de dyslexie, par exemple, pour voir les accompagnements que chaque institut est en capacité de mettre en place. Et après, si on se retrouve en difficulté avec l'apprenant et qu'on n'arrive pas malheureusement à compenser son handicap, dans ces cas-là, nous, on travaille en collaboration et ça se passe plutôt bien avec le CRIP pour qu'eux puissent nous apporter un éclairage un peu technique, voire même organiser des mutations vers leur établissement quand ils ont la place, etc. On a aussi, comme je vous ai dit, on est dans le... on a une convention avec l'Université de Montpellier et on est accompagné par la médecine préventive des étudiants de Montpellier, notamment pour des dossiers comme ça d'étudiants en situation de handicap. Alors, on nous demande quel conseil justement donneriez-vous à une lycéenne qui veut vraiment devenir infirmière, mais qui doute parfois d'elle? Pour les jeunes qui auraient des craintes parce qu'ils ne sont pas pleinement autonomes, par exemple, il faut savoir que contrairement à d'autres établissements, celui de Mende est connu pour sa bienveillance. Celui d'Yvine Crampon, vous me disiez, dans d'autres écoles, les étudiants ne sont pas des numéros, il y a une véritable écoute, ce qui n'est pas le cas partout. C'est vrai que chez nous, on est une petite école. Bon, rurale, Mende a ses difficultés, il neige, voilà. Mais on est une petite équipe. Les bureaux sont toujours ouverts. On connaît les étudiants et à la moindre virgule qui va pas, ils peuvent venir nous consulter. Alors on a chacun nos étudiants référents, mais si moi je suis pas là, c'est ma collègue, et sinon c'est celle du bureau d'à côté. Il y a toujours quelqu'un qui est là pour remonter le moral, donner un petit conseil parce qu'on a un petit rhume et on sait pas quoi faire. J'ai une fuite d'eau, qu'est-ce que je fais, Madame Crampon? Alors Madame Crampon, elle répare pas les fuites d'eau, mais elle peut donner le numéro du plombier, enfin, etc. Et c'est notre grande force. Et c'est vrai que, alors moi, j'ai peu de rapports sur les grands IPSI, je viens d'un petit IPSI, au temps des dinosaures. Mais on a des étudiants qui mutent chez nous, qui viennent d'IPSI où ils sont beaucoup plus nombreux dans les promotions et où ils voient très très peu, voire même jamais, leur formateur référent. Alors c'est pénible parce qu'on est un peu sur leur dos des fois. Et puis vous avez un module spécifique pour la gestion des émotions également, avec une psychologue. Non, avec moi. Psychologue de moi-même, c'est déjà pas mal. Non, je me suis formée à la demande des étudiants il y a 2, 3 ans, 4 ans, je sais plus, sur la gestion des émotions, l'accompagnement à la gestion des émotions, parce que c'est quand même quelque chose de primordial dans notre vie de tous les jours. Je vois des visages que j'ai accompagnés aussi. Ça marche bien. Ça marche bien. C'est au volontariat, bien sûr, parce que tout le monde n'a pas envie, ou en tout cas n'est pas mûr pour cette introspection. Je suis pas psychothérapeute du tout, mais on travaille ensemble et ceux qui ont fait ça pendant plusieurs années reconnaissent que ça les aide dans la gestion personnelle et professionnelle. Après, pour revenir, parce que j'ai pas envie qu'à la prochaine réunion des directeurs d'institut, on me casse la gueule. À l'IPSI de Mende, on fait du travail de qualité, et merci de l'avoir souligné, mais dans les autres instituts aussi. Mais bien sûr. Après, c'est vrai qu'à l'Institut Une de Mende... précision pour les tarifs justement de tout à l'heure, parce qu'on en a parlé, vous n'aviez pas forcément les éléments d'information, mais on peut les retrouver sur la fiche formation via le site Parcoursup. Oui. Et pour revenir à ce que disait Madame Crampon, on est un petit institut. C'est vrai que peut-être notre force, c'est notre rapidité. Quand il y a une problématique, les étudiants vont rapidement voir les formateurs. Rapidement, le formateur vient me voir et rapidement, on est en capacité de faire une réunion et rapidement, on peut prendre des décisions. Et ça, peut-être, c'est la force des petites structures, que les grosses structures, peut-être, c'est un peu plus latent. Mais là, c'est vraiment une force. Et la force de mon équipe, et j'en suis plutôt fier, c'est que dès qu'il y a une difficulté, il y a des choses qui sont mises en place derrière. Et notamment, il y a eu la gestion des émotions, qui était vraiment une problématique de plus en plus prégnante ces dernières années, avec des étudiants qui avaient du mal à gérer leurs émotions.
Du coup, ça a été mis en place. On a parlé tout à l'heure du module apprendre à apprendre. Là aussi, il y a eu des difficultés. On a dit il faut qu'on fasse quelque chose. Il y a des formatrices qui sont formées, les accompagnent maintenant sur apprendre à apprendre. On a vu des étudiants en difficulté en mathématiques, en difficulté en français, en difficulté en informatique. Du coup, il y a des cours qui ont été mis en place hors programme, mais qui ont été mis en place avec des profs de français et de maths et d'informatique de lycée pour réapprendre les bases, etc. Donc ça, c'est vraiment une force de notre établissement. Et aussi, on a aussi une force qui peut-être dans d'autres instituts ne l'ont pas, c'est qu'on a un réel partenariat. Alors, vous savez, les instituts, à part les instituts privés, les instituts publics, on est toujours adossé à un établissement de santé. Et nous, on est adossé à l'hôpital Lozère. Et on a outre que c'est notre hôpital support, il y a un vrai travail de partenariat qui est fait entre l'IFMS et l'hôpital Lozère. Du coup, c'est sur la volonté de Monsieur Luceno, le directeur de l'établissement. Et il y a des actions. Alors, il y a l'accueil en stage qui est primordial. C'est notre plus gros lieu de stage à l'hôpital Lozère. Mais aussi, il y a d'autres actions qui ont été mises en place, notamment quand on parle de bien-être étudiant et avec le don des invendus du self. C'est-à-dire que quand il y a les restes qui sont propres, qui sont dans les caisses, etc., à 13h30, à la place de balancer ça, c'est donné gracieusement aux étudiants qui viennent avec leur Tupperware récupérer. Et ça, c'est plutôt très bien quand on connaît la précarité des études infirmières, parce que généralement, vous habitez... On l'a compris, Anthony Diala, il y a plein d'initiatives propres à votre établissement. On reçoit énormément de questions. C'est un sujet qui passionne les personnes qui sont derrière l'écran. Et on nous demande notamment un aspect pratico-pratique qui concerne Parcoursup. Comment faut-il procéder finalement? Combien faut-il demander d'établissements dans Parcoursup pour avoir le plus de chances d'être pris? Alors justement, peut-être un point important sur lequel insister, mettre en premier lieu l'établissement dans lequel on souhaite vraiment, que l'on souhaite vraiment intégrer. Alors, ça, c'est capital. Il ne faut pas demander un établissement où on est sûr qu'on ne veut pas aller. D'accord? Pourquoi? Parce que ça bloque un peu la machine Parcoursup. Parce que du coup, vous êtes sélectionné, vous ne savez pas trop, et à la fin, vous dites non, mais nous, ça nous arrive des fois d'appeler des candidats en disant vous n'avez pas donné suite à notre dossier d'inscription, qu'est-ce qui se passe? Et le candidat, il nous dit gentiment ah non, mais moi, j'habite Brest, hors de question que je vienne à Mende. Non, mais c'est pas nous qu'on a fait ton dossier Parcoursup. Si tu n'avais pas envie de venir chez nous, tu ne venais pas chez nous, il n'y a pas de débat. Donc, le premier conseil, c'est vraiment de s'inscrire à des endroits où vous souhaitez aller. Ça, c'est le premier conseil. Après, deuxième conseil, c'est pas à cause que c'est un petit institut loin, comme par Mende, etc. Nous, on a environ 4000 demandes pour 5 là, c'est 45 places cette année. Donc, vous voyez donc, ça n'a pas d'incidence, c'est une histoire de pourcentage. Montpellier, ils en ont bien plus, mais ils ont plus de places. Donc, un dans l'autre, c'est à peu près pareil. Donc, ça, c'est la première chose, c'est vraiment postuler où vous pensez pouvoir aller. Alors, quand je dis pouvoir, c'est financièrement. Là aussi, c'est un coût. Si malheureusement, vos parents ne peuvent pas vous accompagner financièrement, ça va être compliqué si vous habitez Brest de venir à Mende. Il faudra payer un appartement, payer le trajet, payer ce truc. Et voilà, ça paraît compliqué. Parce qu'il n'y a pas d'internat. Parce qu'il n'y a pas d'internat. Il y en a certains qui ont peut-être des internats, très peu. Il n'y a pas d'internat. Et même s'il y avait un internat, généralement, c'est des internats payants. Donc, à moindre coût, mais c'est quand même payant. On nous demande également des informations sur les différentes spécialités, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, les opportunités professionnelles sont assez larges. Une fois qu'on a obtenu son diplôme, on peut exercer aussi bien à l'hôpital public, devenir quelques années plus tard infirmier libéral, se spécialiser en tant qu'infirmier d'éducation nationale en puériculture. C'est vraiment très diversifié. Mais quelle est la procédure par la suite? On doit basculer vers des études supérieures et notamment obtenir le niveau master pour obtenir, par exemple, une formation d'infirmier anesthésiste ou autre? Ce type de formation donne le niveau master, que ça soit la formation d'infirmier de pratique avancée, que ça soit la formation IAD, enfin c'est l'infirmier anesthésiste ou la formation
bloc opératoire ou puéricultrice donne le niveau master. Il y a des spécialités qui sont accessibles directement après l'obtention du diplôme d'état d'infirmier. Il y en a où il faut avoir certaines années d'expérience, que ce soit sur une spécialité ou sur un des versants de la profession. Par exemple, le libéral ou l'intérim, il faut avoir un nombre d'années d'exercice. Et après, sur les spécialités, oui, il y a en fonction, il y en a qui vont directement après. Après, il y en a il faut travailler un petit peu avant d'y avoir accès. Et honnêtement, quand ils rentrent en formation, on leur fait remplir une petite feuille avec leur projet professionnel, etc. On veut tout savoir. Et beaucoup veulent être infirmiers puériculteurs. Et à la fin, il y en a très peu qui vont à l'école de puère direct en sortant, parce que quand on s'est tapé 3 ans d'études, déjà, on n'a plus de sous et puis on a envie d'aller travailler un petit peu. Après, il y en a On nous beaucoup demande qui ce veulent qu'est le être... métier d'infirmier au bloc. Pardon de vous interrompre, avec la liaison, c'est compliqué, il y a un décalage, mais on nous demande quelle est la fonction d'infirmier au bloc opératoire. Est-ce que vous pourriez développer? Alors, il y a 2 types d'infirmiers au bloc opératoire. Il y a l'infirmier de bloc Ou aux opératoire. urgences également. Oui, enfin là, ça fait encore. Il y a 2 types. Il y a l'infirmier de bloc opératoire qui est, lui, va aider le chirurgien sur les différents actes. Hein. Il va être amené à faire des pansements, à donner les instruments, etc. Et après, vous avez l'infirmier anesthésiste qui, lui, assiste le médecin anesthésiste. Il y a 2 types. Voilà. Après, aux urgences, il y a, c'est le métier d'infirmier aux urgences. Hein. La particularité, c'est que il y a différents. Là aussi, ça dépend aussi de la grandeur du centre, etc. Mais vous avez la possibilité d'être au service des urgences, mais également d'être au SMUR, à l'équipe mobile, hein, pour le SAMU classique, ou quoi, le 15 quand vous appelez. Voilà les 2 particularités. Après, il existe IPA, tout à l'heure, les infirmières de pratique avancée. C'est des infirmiers qu'on pourrait, avec un droit de prescription bien supérieur aux autres, mais dans un milieu très spécifique. Donc, il y a IPA de milieu chronique, mais il y a aussi, par exemple, IPA aux urgences. Oui, parce que le métier d'infirmier urgentiste, au jour d'aujourd'hui, n'existe pas. Hein, ça, tout le monde veut être infirmier urgentiste. Dommage, ce n'est pas un métier. C'est les formations qu'on peut avoir. On est infirmier, c'est déjà pas mal. Après, il y a des formations spécifiques pour, il y a encore les infirmiers d'accueil et d'orientation, ce genre de choses, mais c'est un diplôme d'État normal. Et c'est un infirmier diplômé d'État qui travaille aux urgences. Voilà. On nous demande, ça c'est une question technique, est-ce qu'un infirmier fait la toilette des personnes en plus des soins à la personne? Mais la toilette d'une personne, c'est un soin à la personne. C'est le rôle propre de l'infirmière. Allez-y, parlez bien fort. C'est le rôle propre de l'infirmière de base. Ça, on n'a pas précisé. Un infirmier, il a un rôle propre, un rôle prescrit. Le rôle propre, c'est qu'il peut mettre en place de sa propre initiative. Là-dedans, il y a plein de soins, mais notamment tout ce qui concerne les soins de confort, d'hygiène, de sécurité, de bien-être. Et il y a les soins prescrits qui, là, sont prescrits par un médecin et on est obligé de suivre la prescription du médecin. Et c'est là où il y a souvent des soins plus techniques qui mettent en jeu des médicaments, des médications, des appareillages, etc. À noter que le rôle propre, ce sont des fonctions qui sont délégables aux aides-soignants. Voilà. Un aide-soignant n'a pas de rôle propre, il travaille sur délégation de l'infirmier. On a une question aussi pratique. On nous demande aussi, quelqu'un qui intègre une école d'infirmière peut demander une césure. Alors ça, c'est peut-être l'objet de questions qu'on peut poser lors des journées portes ouvertes, puisque là, tous vos établissements en proposent. Ça va être le cas, je crois, à Mende, d'ailleurs, prochainement, en janvier et en mars. Oui, c'est ça. Et pour répondre à la question, bien sûr, on peut demander une césure de formation. On peut demander aussi une suspension de formation.
qui peut pas, enfin, on demande la suspension, on a 3 ans pour reprendre et on reprend au même niveau où on était sans perdre quoi que ce soit. Et après, on peut aller jusqu'à 5 ans. Donc, les 2 dernières années, par contre, on est obligé de repartir sur la première année. Mais c'est possible et beaucoup d'étudiants le font pour de multiples raisons, hein, parce qu'ils ont besoin de faire une coupure personnelle ou alors qu'ils ont des ennuis de santé ou des ennuis financiers ou des personnes qui veulent réfléchir aussi à leur projet professionnel. La césure, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut la lier à une nouvelle formation pour tester aussi une nouvelle formation et pouvoir confirmer son choix ou pas dans le métier qu'on veut exercer. Il existe aussi la possibilité des mutations. Alors ça fait partie un peu des interrogations de la nouvelle réforme, mais jusqu'à présent, il y avait la possibilité en fin de première année ou en fin de deuxième année de demander une mutation dans un autre institut. Alors en général, c'est pour se rapprocher plus proche de chez soi. Alors quelques-uns mutent chaque année. On en perd, mais on en récupère aussi. Ça marche dans les deux sens. Il y en a qui veulent muter au début, puis finalement ils tombent amoureux de la Lozère et ils restent. On a tous les cas de figure. Mila, Zoé, quelles sont vos perspectives et vos projets professionnels? Vous n'êtes qu'en première année actuellement, mais vous avez déjà une idée de ce que vous souhaitez faire par la suite? Oui, moi j'aimerais bien beaucoup être infirmière puéricultrice pour l'instant. Moi, j'aimerais bien finir dans le libéral. Pas finir. Oui. Une dernière question peut-être avant de conclure, puisque je le disais, hein, il y aura les journées portes ouvertes pour aller à votre rencontre si toutefois on a des questions plus spécifiques à vous poser. Le médecin va prêter le serment d'Hippocrate. Est-ce que c'est le cas pour les infirmières et les infirmiers? Non. Non. Il y a un code de déontologie ou quelque chose de similaire? Alors, on a un code de déontologie et on a un ordre. Comme par exemple pour le médecin, on a un ordre infirmier où tous les infirmiers doivent adhérer pour pouvoir exercer. Comme pour les médecins, mais on n'a pas de serment. Aujourd'hui, c'est un diplôme d'État, donc délivré par la DRITS. Demain, avec la nouvelle réforme, avec le fait que ça devienne de plus en plus universitaire, et il est possible que le diplôme soit délivré par l'université. Moi, Nous, j'ai un une petite remercie en tout cas. Allez-y, une dernière et après nous serons amenés à J'ai une conclure. petite précision. On n'a pas dit, qui est hyper importante pour tous ceux qui souhaiteraient rentrer dans un institut quel qu'il soit, la vaccination Oui. contre l'hépatite B. C'est quelque chose qui est obligatoire pour partir en stage. Il faut obligatoirement que vous soyez pas que vacciné, mais que vous soyez immunisé contre l'hépatite B pour pouvoir partir en stage. C'est un schéma vaccinal qui est long. Vous ne pouvez pas attendre votre entrée au 1er septembre ou quel qu'il soit en institut pour attaquer votre schéma vaccinal. Sinon, vous partirez pas en stage sur votre premier stage. Donc, dès que vous vous inscrivez sur Parcoursup, hop, vous allez voir votre médecin traitant et vous demandez le schéma vaccinal contre l'hépatite B. Au bout de la fête. Si on souhaite en savoir davantage sur l'IFSI Demande, je crois que vous avez des réseaux sociaux, notamment une page Facebook, un compte Instagram également. Où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on va consulter? Oui, sur le site on peut aller sur le site de l'hôpital Lozère dans la rubrique IFMS, et après toutes les actualités de l'IFMS passent par le compte Facebook et Instagram de l'hôpital Lozère. On tient à remercier le lycée Laboutière d'Agde qui était connecté et qui a posé pas mal de questions à l'occasion justement de ce direct live. Je tiens aussi à vous rassurer puisque pour les démarches via Parcoursup, il y a des humains derrière qui pourront traiter vos dossiers, donc mettez un maximum d'informations et ce n'est pas uniquement l'algorithme qui va décider si oui ou non vous serez sélectionné dans tel ou tel établissement. Si vous souhaitez aller plus loin dans la découverte de ce métier aux multiples facettes, je vous invite à participer au Salon de l'enseignement supérieur qui se tiendra les 15, 16 et 17 janvier prochains. C'est au Parc des Expositions de Montpellier, donc n'hésitez pas à faire le déplacement.
Autre solution pour s'informer, il y a les journées portes ouvertes que vous proposent donc la plupart des établissements. Et puis, n'hésitez pas à vous rendre sur leur site respectif pour toutes les informations complémentaires ou à consulter le site parcoursup.gouv.fr qui lui aussi répertorie l'intégralité des formations et des établissements. Quoi qu'il en soit, il vous reste encore du temps pour finaliser votre projet d'orientation puisque concernant les modalités sur Parcoursup, vous pouvez d'ores et déjà vous informer et découvrir la carte des formations. Il y aura ensuite quelques dates clés qui sont à retenir puisque vous aurez du 19 janvier au 12 mars 2026 pour vous inscrire et formuler vos vœux. La date butoir pour compléter votre dossier et confirmer vos vœux est quant à elle fixée au 1er avril 2026. Voilà pour le calendrier. Merci à tous les 4 pour vos témoignages. Merci à ceux qui nous ont suivis en ligne, à tous ceux qui ont posé des questions et bon courage à toutes et à tous dans vos démarches d'orientation.